Donc, bonjour à tous, je suis Carolina Herrera, je suis la responsable de la programmation et des publications d'un autre forum qui se passe à Paris, le Forum mondial Convergence. Et nous sommes partenaires du World Forum for a Responsible Economy depuis l'année dernière. Dans le cadre de notre partenariat, donc le World Forum Lille et le World Forum for a Responsible Economy est venu chez nous en septembre pour la 8e édition. Et nous sommes donc aujourd'hui ravis d'être ici pour co-organiser cette session et donc moi animer cette session sur les plateformes des social business et avec ces porteurs de projets inspirants et donc les deux initiatives SoBizHub et Center for Social Innovation aux Philippines. Donc d'ailleurs, en plus des hashtags World Forum Lille, je vous invite à les marier avec l'hashtag Convergence et à tweeter tout au long de la session. Donc, sont à mes côtés et pour intervenir pendant cette session. Donc, nous avons Shannon Katka, qui est le cofondateur de Bayani Brews et aussi cofondateur de Gawat Kaliga Farm Enchantée ou Enchanted Farm. J'ai aussi donc Nicolas Cordier, qui est non seulement un entrepreneur au sein de Leroy Merlin, mais aussi membre du comité de pilotage des SoBizHub. Nicolas. Et Vianney Poissonnier, qui est donc fondateur de la bouquinerie du Sar. Et Gérard Bellet, qui est fondateur de Jean Bouteille. Chris Delpierre, qui est fondateur de l'entreprise Tridé. Et donc également, nous avons quelque part Philippe Basseur, le président des SoBizHub et président aussi du World Forum for a Responsible Economy, à qui je donne la parole maintenant. Je vous remercie beaucoup, Caroline. D'abord, je voudrais souligner l'intérêt que nous portons à ce partenariat qui existe entre Convergence et entre le World Forum for a Responsible Economy, ce qui montre bien que le travail en réseau est un travail efficace. Et j'insiste énormément sur ce point. Il faut qu'on travaille toujours les uns et les autres dans la complémentarité. C'est comme ça que nous faisons avancer les choses. La deuxième remarque que je tiens à faire, c'est qu'on a apporté la démonstration dans le courant de l'année dernière, de cette année qui vient de s'écouler, de la capacité que nous avions les uns les autres à pouvoir mettre en action un certain nombre de bonnes intentions. L'année dernière, on a pris une leçon. On a pris une leçon avec Tony Melotto, on a pris une leçon avec Mohamed Younous. Ça a donné d'ailleurs, ça a suscité des vocations, puisque je rappelais tout à l'heure qu'une jeune femme qui avait assisté à cette présentation était partie, elle aussi, au Bangladesh pour s'impliquer, pour s'engager. Et quand on a pris cette leçon de vie de Tony Melotto et de Mohamed Younous, deux personnes de cette région nous ont dit il faut absolument que nous soyons dans le concret, que nous soyons un territoire dans lequel puisse s'incarner cette volonté de business social, cette volonté qui consiste à faire en sorte qu'une entreprise soit effectivement un centre de production et un centre de production de biens et de services, mais soit aussi au service d'un projet qui soit un projet social, ce qui est l'essentiel de SoBizHub. Et ces deux personnes sont Jean Bernoux de McCain et Nicolas Cordier qui, pendant toute cette année d'ailleurs, a poursuivi avec nous cette démarche qui est une démarche SoBizHub. Voilà, c'est ce que je voulais simplement signaler, c'est que nous avons la capacité, là où nous sommes, parce que bon, c'est très très bien de brasser des grandes idées au niveau de la planète, agissons là où nous sommes, et là où nous sommes, avec des pensées qui sont des pensées universelles, nous pouvons arriver, on peut agir, on peut réussir, et je voudrais remercier tous ceux qui l'ont fait, toutes celles et tous ceux qui l'ont fait pour SoBizHub dans notre région. Voilà.
Et maintenant, je vous invite à regarder une courte vidéo sur cette première année du Zobizob. Et Nicolas, donc tu as copiloté depuis les tout débuts de ces projets. Donc, quelques mots sur cette vidéo et sur cette première année. Oui, d'abord, c'est d'abord la réunion de beaucoup d'énergie. Enfin, derrière les membres du comité de pilotage, il y a d'abord plus de 150 personnes qui ont participé à la construction de cette plateforme, de ce hub autour du social business en Nord-de-France, avec plus d'une soixantaine d'organisations. Je pense que c'est ça qui est d'abord à souligner, c'est qu'il ne s'agit pas de réinventer une superstructure, mais plutôt de coordonner des énergies existantes, des projets existants, avec 4 axes principalement. Le premier, on voit bien que réconcilier l'économique et le social, inventer de nouveaux business models, c'est quelque chose qui demande de défricher de nouveaux territoires et notamment de lever certaines barrières mentales. Donc tous les travaux de sensibilisation,
de parler du social business sont importants. Et vous avez vu plus de 3700 personnes sensibilisées sur une année. C'est un petit peu ce travail de préparer les mentalités, de préparer l'envie d'agir. La deuxième chose, c'est de pouvoir réunir des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de collaborer ensemble. Entreprises privées, associations, universités, collectivités territoriales. Et ça, voilà, il y a cet aspect de co-création et de pouvoir trouver ensemble des réponses inédites parce que justement, on réunit des acteurs qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble. Le troisième axe, c'est de pouvoir développer l'enseignement et la recherche avec la création d'une chaire multidisciplinaire. Je pense que ça, c'est une des originalités par rapport à ce qui peut exister par ailleurs. Ce n'est pas une chaire social business dans une école de commerce seulement, mais c'est ouvert et c'est pour l'ensemble des facultés et des écoles de l'Université catholique. Et puis enfin, et on le verra avec les témoignages des trois représentants entrepreneurs sociaux qui sont ici, c'est le fait de pouvoir accompagner de diverses manières et de pouvoir faciliter aussi le financement de l'émergence de certains social business. Voilà, donc sur le territoire nord de France, comment réussir à concerter l'ensemble des acteurs et l'ensemble des énergies pour pouvoir donner un élan plus grand. Et on l'a vu jusqu'à la session du début de matinée sur les intrapreneurs sociaux, que finalement c'est en réunissant les gens qui se reconnaissent, en tout cas dans l'envie d'entreprendre autrement, qu'on peut initier un certain nombre de choses. Et on le voit, le cercle ne fait que grandir. Donc Sobiz Hub est vraiment un hub qui a pour vocation à accueillir l'ensemble des parties prenantes qui veulent voilà, développer de nouveaux modèles à la frontière de l'économique et du social sur la région. Merci. Maintenant, justement, ça fait une bonne transition. Et nous avons la chance d'avoir ces jeunes et plantes des Sobiz Hub avec nous. Et on va les écouter nous raconter dans 2 minutes, maxi 3 minutes chacun, et leur parcours et leur projet. Vianney, c'est à toi la parole. Okay. Merci Carolina. Donc je suis Vianney Poissonnier. Je voudrais commencer par vous remercier de m'inviter ici, parce qu'il y a 1 an, Philippe Vasseur reparlait de ce beau World Forum l'année dernière avec Tony Melotto et le professeur Younous. C'est vrai que moi j'étais très touché par ces interventions. Je n'ai pas pu partir aux Philippines parce que j'ai des enfants et ça aurait compliqué un peu ma vie. Mais par contre, je me suis lancé dans un social business que je vais essayer de vous présenter. Carolina me suggérait de vous expliquer ce que c'était que ce social business et puis de vous expliquer aussi un peu le parcours que j'ai suivi pour en arriver là. Donc, en 2 mots, la bouquinerie du Sar, c'est un social business dont le métier est de collecter et de recycler et de revendre des livres, des DVD, des jeux vidéo, des CD d'occasion. Et l'impact social qu'on vise, c'est que notre métier, c'est de faire travailler des personnes qui habitent dans les centres d'hébergement. Dans l'idée de dire, il manque des places d'hébergement à Lille. Il y a beaucoup de personnes dehors qui sont en attente de places. Et donc, si on aide ceux qui sont hébergés dans les centres à retravailler et à repartir vers un logement autonome, on a plus de chances qu'ils réussissent à en sortir et donc qu'ils libèrent des places et que ça puisse faire de l'hébergement d'urgence sur l'île. Où il y a environ, le tableau actuel, c'est à peu près 500 personnes qui sont en attente de places d'hébergement à Lille. Donc voilà un peu mon sujet. Et aujourd'hui, on est 2 personnes dans le projet. C'est vraiment le tout début. J'ai mon cabis depuis 1 semaine. On a emménagé dans notre entrepôt à Villeneuve-d'Ascq hier. Et j'attends une camionnette qui arrive demain. Donc vous voyez, c'est vraiment, pour l'instant, c'est vraiment de la création pure. J'espère qu'on pourra avoir un impact dans les mois qui viennent. Pour l'instant, on prépare le projet. Et alors, pour vous dire 2 mots de l'origine du projet et de comment j'en suis arrivé là, en fait, moi j'ai un parcours, vous voyez, je ne suis pas tout jeune, comme le disait Carolina, j'ai quand même 43 ans. Donc j'ai eu une première carrière professionnelle qui était dans les médias. Moi j'ai créé en fait avec un copain Oxygem, qui est un groupe média online. On était éditeur de cuisineaz.com, radin.com, je ne sais pas si Météo City, enfin voilà, des gros sites médias. Mais il y a depuis 2-3 ans, j'ai une sorte d'interrogation sur qu'est-ce que je vais faire. Voilà,
un peu une crise de la quarantaine, et j'ai commencé à me réinterroger. Et au fil des rencontres, le World Forum a contribué à ces questionnements. Et je me suis dit, allez, non d'une pipe, je suis trop jeune pour continuer ma carrière comme ça. Je vais me relancer dans un autre sujet, et pourquoi pas dans le social business. Et j'ai trouvé ça passionnant. J'avais le petit bouquin de Younous sur ma table de chevet. Et du coup, j'ai cherché, en fait, pendant à peu près 6 mois, un projet de social business. Ce qui n'était pas très simple, c'est que je cherchais un projet aussi en lien avec mes compétences, c'est du web pur, et du coup, avec des publics plus fragiles, c'est pas évident de faire de l'informatique. Sauf que, enfin, il y a quand même des projets type Simplon, là, mais bon, du coup, j'ai rencontré quand même une centaine de personnes en individuel pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait manquer en social business et qui serait en lien avec ce que je sais faire, c'est-à-dire créer des entreprises dans le domaine du web. Et au fil du temps, j'ai construit ce projet de bouquinerie du SAR. Voilà, donc de collecte et de recyclage de livres et de DVD. Je vais maintenant, je pense, passer la parole à Gérard, qui va vous parler de son projet qui est déjà lancé, lui. Merci. Je suis Gérard, merci d'être là. C'est déjà super de pouvoir parler devant une audience comme ça d'un projet comme Jean Bouteille. L'idée derrière Jean Bouteille, c'était de permettre la consommation, de produits liquides sans générer de déchets. Donc ça a démarré il y a 2 ans. Je suis issu d'une formation assez classique. J'ai bossé dans des boîtes à l'étranger et en France, plutôt dans la finance ou le commercial. Et je suis tombé là-dedans parce que je cherchais à créer une entreprise ou un projet qui avait du sens. Et c'était vraiment ça le point de départ. C'est comment on peut créer quelque chose, vraiment être créatif, essayer de déstructurer des choses qu'on ne croit plus trop pour en sortir des choses qui ont du sens. C'est comme ça que Jean Bouteille est né. Un de mes premiers investisseurs a été un club Cigale. Enfin, d'ailleurs, le premier investisseur était un club Cigale. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied dans l'univers du social, en quelque sorte. Certains de ces investisseurs m'ont orienté vers un centre d'insertion pour installer une laveuse de bouteilles. Et au départ, mon business model n'était pas forcément fait comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de sens et beaucoup de logique à finalement mettre une laveuse de bouteilles dans un centre d'insertion qui puisse faire de la consigne en circuit court ensuite sur un territoire très restreint. Donc on installe des toutes petites laveuses de bouteilles, c'est vraiment des micro-usines pour gérer un tout petit flux avec le moins d'intermédiaires possible et le moins de transport possible. Et en fait, les gains qu'on fait avec les intermédiaires et la suppression du transport permet d'avoir des équipements qui sont beaucoup moins efficaces que des énormes laveuses de bouteilles et permet de travailler justement avec de l'emploi local comme de l'emploi en insertion. Alors, j'étais au départ très inspiré par tout ce que faisait le World Forum Lille il y a 4 ans quand j'ai commencé à faire la maturation du projet. Et c'est vrai que j'ai vu avec beaucoup de plaisir la création de Sobizub. Et on s'est naturellement rapprochés. Et donc j'ai intégré le Sobizub il n'y a pas très longtemps. Et on essaie de voir comment Sobizub peut m'aider à changer d'échelle. Aujourd'hui, je commence à avoir un business visible sur une région. Je commence à faire des petites réplications en grappe, mais comment est-ce qu'on peut changer d'échelle tout en gardant cet esprit humain, proche des gens, sans tomber dans des énormes usines qui du coup recherchent énormément d'économies d'échelle, du coup recherchent énormément d'industrialisation et qui peuvent faire partir un peu le business vers autre chose que le social business. Et je ne pense pas que c'est ce qui me permettra à Jean Bouteille de vraiment réussir sur tous les territoires. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Chris Delepierre, je suis ch'ti, je suis d'ici, j'ai 25 ans.
Et j'ai eu la chance de travailler au World Forum Lille auparavant, et donc pour moi c'est très émouvant d'être ici avec vous aujourd'hui. Voilà, je suis porteur d'un projet qui s'appelle Tridé. Tridé, la 3e révolution des idées. Voilà, une agence créative et innovante. On est 3 chez Tridé, 3 associés, des artisans 2.0 qui cherchent à entreprendre au service d'une économie créative et durable, avec des paris, et notamment le pari de la démocratisation de l'impression 3D. Certainement, vous en avez entendu parler à la télé ou dans les médias, mais en tout cas, voilà, que ça va se démocratiser. Le pari de l'entrepreneuriat social, comment on peut donner du sens, et on pense qu'en tant que jeune entrepreneur, c'est vraiment l'avenir de l'entrepreneuriat. Le pari de l'économie créative, une économie créative, en tout cas intensive en ingéniosité, en créativité. Le Nord-Pas-de-Calais, et voilà, comme on revendique la région, on pense que vraiment le 21e siècle sera celui du territoire et également celui de la co-création. Alors avec ça, voilà, l'impression 3D, une nouvelle technologie, on pense vraiment que l'enjeu est dans les nouveaux usages qu'il faut inventer, la performance est dans les idées et c'est l'imagination comme seule limite. Alors on a eu la chance de participer à Ticket for Change. Ticket for Change, le Tour de France des pionniers dans l'entrepreneuriat social, de pouvoir porter, en tout cas présenter un projet, le projet Toucher pour voir, notamment au service des déficients visuels. Le constat, voilà, c'est qu'en imprimant cette Vénus de Milo dans notre garage, on pouvait, par le toucher, offrir la possibilité à des personnes qui étaient privées de la vue, la capacité de toucher, notamment dans les musées et dans le domaine éducatif, avec toujours cette, on va dire, cette recherche de sens et comment on peut mettre l'innovation technologique au service de l'innovation sociale, comment, en tout cas pour nous, on peut mettre la 3e révolution industrielle qui est très technologique au service du social business nord de France. Voilà, donc en cheminement depuis 1 an sur ce projet, on a pu rencontrer beaucoup d'acteurs, le terrain, commencer à travailler avec un musée, le LAM de Villeneuve-d'Ascq, sur le prototypage de 2 sculptures en miniature par impression 3D, et puis on commence à travailler avec des écoles de déficients visuels sur l'île pour voilà, amener ces nouvelles technologies, former et vraiment créer une communauté. La particularité, on a aussi porté une campagne de crowdfunding, le financement participatif avec l'aide, le soutien de la Chambre de commerce et de la 3e révolution industrielle pour justement partager ce rêve du toucher pour voir. Et on a levé 13 000 € en 45 jours grâce à 160 contributeurs. Et ce rêve, qui était au début un rêve rêvé à 3, maintenant devient peu à peu une réalité grâce justement au soutien et en le rêvant ensemble. On est aussi incubé à l'Institut de l'entrepreneuriat à l'Université catholique de Lille, voilà, qui nous aide, l'incubateur Sobizub, qui nous aide pour l'accompagnement du projet. Et puis voilà, les nouveautés en tout cas, c'est vrai que pour nous l'enjeu est identifié vraiment dans la pédagogie, l'éducation. Et donc là on est en train de porter un nouveau projet sur les Fab Labs notamment dédiés aux enfants. Donc tout ce qui est mouvement makers, la révolution des makers et comment on pouvait mettre ça au service de la créativité, de l'empowerment, le fait de pouvoir créer par soi-même les objets, notamment au niveau des enfants. Voilà à peu près le topo. Merci. Merci beaucoup à ces 3 porteurs des projets. Mais donc, maintenant, j'ai 3 questions à vous poser. Donc, je commence par Vianney. Donc, la bouquinerie du CERT a une double ambition. D'un côté, c'est récupérer et donc collecter et vendre ces livres et DVD d'éducation. Donc, il y a un côté économie circulaire. Et aussi, il y a l'employabilité de ces personnes qui sont dans des logements collectifs. Et donc, c'est des emplois solidaires. Comment Sobizub vous a accompagné et quelles sont vos pistes de développement dans les mois à venir ou dans les années à venir? Alors, je dirais que moi, Sobizub m'a beaucoup aidé, notamment en me faisant découvrir et en me mettant en relation avec beaucoup de personnes. Ça fait 1 an, ici d'ailleurs j'en vois dans la salle, Nicolas bien sûr, au tout début on a discuté de mon projet avec Nicolas, Catherine qui est là, Hervé, vous êtes un certain nombre à m'avoir gentiment reçu pour échanger, et ça c'est vrai que c'est un réseau, c'est un super réseau, et donc pour un entrepreneur qui se lance ou qui a un projet, de comme ça avoir accès à un écosystème bienveillant, favorable, ça c'est vraiment précieux. Ça c'est la première chose.
Ensuite, je dirais que Sobizob m'a aidé de manière très concrète en organisant dans le cadre de l'exposition Wave un atelier de co-création. Et donc où là, en fait, c'est Sophie Le Tartre et Alexia Noyon qui organisaient cet atelier pour m'aider à concevoir le projet. C'est-à-dire que donc moi, on a invité peut-être une 60aine de personnes qui étaient concernées par le logement social ou par l'insertion en général. Et je leur ai expliqué pendant 20 minutes mon projet, comment je le voyais. Et puis ensuite, ils m'ont challengé. Est-ce que tu n'as pas pensé à ça? Je me rappelle très bien d'ailleurs du président de la Beige qui me disait c'est canon ton projet, mais tu as une approche parfois un peu naïve du sujet, on va le retravailler, on s'est revu après. Et donc ça, pour moi, c'était canon, parce que ça m'a vraiment aidé à formaliser les choses. Et ça m'a aussi, ça a rendu public mon projet. Parce qu'en fait, les premiers mois de maturation d'un projet de création d'entreprise, en général, on va rencontrer en mode individuel des personnes pour discuter du projet, voir ce qu'ils en pensent, mais ça reste privé. Alors qu'avec cette réunion collective, tout d'un coup, mon projet est devenu public. Et donc, il y avait une 50aine de personnes qui savaient que j'étais en train de créer une boîte d'insertion. Donc, quelque part, même si je n'étais pas obligé de la lancer, je me mettais, et grâce à Sobizob, je me suis mis une sorte de pression qui est parfois utile pour vraiment passer le cap. Et donc, pour ça, ça a été vraiment canon. La deuxième question, c'était... Des pistes de développement pour les mois et les années... Pour la suite, ouais. Oui. Moi, tout est frais, donc je vais vraiment lancer les choses maintenant. La première étape, là, c'est de recruter une première personne en insertion. Donc on a, c'est même cet après-midi qu'on a un rendez-vous avec la Beige, donc un centre d'hébergement qui m'orienterait des personnes. Donc la première étape, ça va être de trouver les bonnes personnes en insertion. Ensuite, pour le développement du projet, un point un petit peu sensible pour moi, ça va être d'obtenir un conventionnement entreprise d'insertion. Parce que pour l'instant, je lance une entreprise d'insertion parce que c'est une entreprise d'insertion. Je vais faire le job d'entreprise d'insertion, mais en réalité, j'ai un statut d'entreprise normale. Or, si j'avais le conventionnement entreprise d'insertion, du coup, je serais davantage aidé par des réductions de charges. Et donc ça, j'espère qu'on va y arriver. Et tu pourrais recruter plus aussi. Tu pourrais recruter plus, ce que tu me disais justement hier. Ouais. C'est ça, parce que en fait, je me mets vraiment dans la logique du social business, un peu à la mode Younous. C'est-à-dire que le challenge, c'est d'équilibrer le business à horizon de 2 ans. Et donc, je suis vraiment dans une démarche de rentabilisation de l'activité. Et donc, moins je dépense, plus j'ai de chances de pouvoir y arriver. Et donc, de recruter beaucoup de monde en insertion. Merci, Derek. Maintenant, Gérard, tu as déjà un projet avec 2 ans d'existence. Et tu parlais tout à l'heure justement du changement d'échelle. Donc, parle-nous un peu de quels sont tes projets et aussi comment est-ce que Sobizob pourrait t'accompagner dans cette étape des changements d'échelle. Merci pour la question. C'est un bon rebond sur ce que tu viens de dire. Comment en 2 ans on peut prouver le modèle économique dans le social business? Je pense que c'est très important parce que l'année avant que j'ai démarré et l'année après que j'ai démarré, la première question des gens c'était est-ce que tu vas être rentable? Et cette question, elle avait tendance au départ, m'agacer un peu et m'énerver à la fin, parce que quand on crée une entreprise, on ne cherche pas à faire des pertes, sinon on ne crée rien du tout. Et que ça soit dans le social business ou pas. Et il y a cette image du social business qui date d'une génération précédente, qui est très complètement orientée vers les aides et complètement orientée vers un marché qui ne peut pas vivre en lui-même. Or, j'ai vraiment l'impression, à travers les échanges avec les différents entrepreneurs sociaux, qu'on n'est plus du tout en train de penser avec ce genre de mentalité. Au contraire, comment est-ce qu'on peut prouver un modèle à une échelle et ensuite le rendre réplicable
le plus facilement possible. On voit très souvent dans les entrepreneurs sociaux la volonté de vouloir ouvrir les idées, ouvrir les projets pour que des personnes à travers le monde puissent reprendre. En fait, on a été inspiré par des gens et on est vraiment très content de pouvoir inspirer des gens à faire la même chose que nous, la même démarche. Et c'est dans le changement d'échelle, comment est-ce qu'on peut penser dès le départ à un projet réplicable qui, si demain j'ai quelqu'un à la Guyane qui m'appelle et me dit comment je peux faire le modèle, ben je peux lui donner les clés pour le faire, à voir si moi du coup je lui rends un service et je lui facture ce service ou est-ce que je le fais en open source. C'est vraiment des questions qu'on se pose au changement d'échelle. Et c'est là où le SoBizUp peut vraiment m'aider à travers un réseau qui a des fortes expériences sur un monde globalisé, mais en même temps des systèmes avec des économies à des échelles très petites. Comment on passe ce cap sans dénaturer son projet, sans perdre tout contrôle de ce qu'on veut faire. Jean Bouteille, c'est une marque assez forte et j'aimerais réussir à la porter la plus loin possible parce que je pense que c'est le moyen de convaincre les gens de retourner à ce système de consignes, etc. Mais tout en laissant les clés à un certain nombre de personnes porteurs de projets qui ont les mêmes visions que moi. Donc c'est vraiment comme ça, par l'expérience du réseau SoBizUp et les échanges qu'on peut réussir à rendre le modèle viable demain. C'est ça. Merci. Donc dernière question pour toi, Chris. Donc depuis déjà 6 mois, tu es soutenu par les SoBizUp. Et en plus, donc, tu es lauréat du tour Ticket for Change 2014. Donc, dans cette période de développement, quelles ont été les difficultés rencontrées et quels acteurs t'ont accompagné pour y faire face à ces défis? Et aussi, donc, qu'est-ce que tu attends des SoBizUp et d'autres acteurs potentiels partenaires? D'accord. Ça fait 1 an et effectivement qu'on est vraiment sur le terrain. En tout cas, on avait l'idée. On l'a ensuite confronté sur le terrain pour déjà valider le bénéfice, je dirais, social et l'impact social qu'on pouvait avoir grâce à ces nouvelles technologies. Après, la difficulté qu'on rencontre, c'est qu'on travaille là plutôt donc, sur des institutions, notamment publiques, notamment des musées par exemple, dans le cadre du toucher pour voir. Et la temporalité entre, je dirais, ces types d'institutions publiques et la temporalité de l'entrepreneur est très différente. Donc, on a beaucoup semé de graines, je dirais, et ça commence à germer, mais voilà, après 1 an seulement, et c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on doit trouver le modèle économique, on doit, je dirais, trouver la rentabilité, parce qu'on n'a pas de subvention, on est vraiment sur des modèles totalement, je dirais, business social, et donc c'est comment on arrive à trouver cette ligne de crête entre du social et le business, et donc on est sur cette ligne entre, je dirais, des activités plus classiques qu'on porte liées à nos activités spécialisées dans l'impression 3D, le design, le conseil, et des projets, je dirais, plus à dimension sociale au service de la finalité qu'on porte. Et donc c'est cette ligne de crête et cette difficulté, c'est pour ça que, en tout cas avec le SoBizUp, l'échange, les bonnes pratiques et ce que j'attends également, c'est justement des conseils experts sur ces nouveaux modèles qui sont moins évidents, qu'on ne peut pas trouver, je dirais, dans des incubateurs classiques. Des modèles plus de business model social avec cette particularité aussi de mesure d'impact, comment on monétise aussi son impact social. Et également, nous, on est confrontés aussi à la nouvelle économie. On a un peu les jambes enfin, on fait le grand écart entre le monde de demain open source, l'économie contributive, notamment. Je pense aux modèles, les modèles 3D qu'on partage sur Internet, et puis un modèle plus capitaliste classique où il faut, nous en tant qu'entrepreneurs, on est trop à générer suffisamment, je dirais, d'argent par notre activité pour pouvoir déjà, je dirais, en vivre. Donc on est un peu dans la sobriété heureuse actuelle, et après tout mon enjeu, ça sera de prototyper, trouver le modèle pour ensuite effectivement passer à l'échelle et avoir le maximum, je dirais, d'impact social en partant du Nord-Pas-de-Calais pour ensuite aller au niveau du monde entier. Et après, au niveau des supports, donc c'est vrai qu'on a besoin en tant que porteur d'avoir une communication au niveau de son projet. Et le SoBizUp peut être une caisse de résonance pour se faire connaître. Et également, au niveau des financements, je pense aussi que ça peut être intéressant de financer aussi les porteurs de projets plutôt que les projets en eux-mêmes, parce que finalement, ce qu'il y a derrière
le projet, ce sont les porteurs qui ont besoin de vivre. Et c'est vrai qu'on ne peut, je pense, donner que ce qu'on a reçu. Moi, j'ai la chance de pouvoir vivre, de compter sur l'appui de mes parents pour justement survivre. Mais si j'avais pas cet appui, j'aurais pas forcément, je pense, le temps de me consacrer à des projets plus long terme, plus social justement, et d'être purement dans le business. Donc c'est comment on peut avoir ce support, ce socle pour avoir ces conseils experts et du financement de porteurs. Merci. Donc, de la visibilité, du réseau, de l'accompagnement technique, de l'accompagnement stratégique. Donc, on voit la vraie valeur ajoutée des écosystèmes comme les Sobisob et aussi les leviers encore à activer, à développer pour continuer à soutenir ces jeunes pousses. Tu es un jeune pousse quand même aussi bien né, et à Lille et ailleurs, donc répliquer. Et justement, maintenant, je me tourne donc, vers les Philippines. Et donc, Shannon Katka, qui est le cofondateur de Gawat Kalinga Enchanted Farm et aussi donc, fondateur de Bradley Brew, c'est ça. Et donc, raconte-nous déjà qu'est-ce qui c'est l'incubateur dans le Center for Social Innovation et comment est-ce que ton entreprise sociale est en lien avec cet incubateur. Bonjour à tous. Je suis Shannon et je viens des Philippines. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous vous êtes déjà rendus aux Philippines. Je pense que c'est l'un des plus merveilleux pays. Bon, je ne suis pas le mieux placé peut-être pour le dire, mais non, nous sommes un très beau pays avec énormément de ressources naturelles. Nous avons énormément de talents. Mais pourquoi sommes-nous donc si pauvres ? Et c'est ce que nous essayons de comprendre lorsqu'on parle du type de pauvreté que nous avons aux Philippines. En fait, il n'y a aucune raison pour notre pays d'être pauvre, mais nous le sommes. 20% de notre pays a faim. Donc, lorsqu'à 21 ans, j'ai entendu parler de toutes ces questions et je n'arrivais pas à trouver les réponses jusqu'à ce que j'ai réussi à fonder Gawat Kalinga, qui a vraiment radicalement changé ma vie. Gawat Kalinga, ça veut dire aider. Une plateforme de 3000 communautés, énormément de personnes qui travaillent à construire des routes, des systèmes d'assainissement. Nous sommes maintenant très connus partout, même en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Indonésie, et nous allons bientôt travailler dans la partie aborigène d'Australie également. Et nous voulons arriver à réduire la pauvreté pour 5 millions de personnes. Alors nous n'avons pas encore atteint notre objectif, il y reste encore beaucoup de travail à faire et la prochaine phase est importante. Pour cette prochaine phase, il va falloir utiliser les outils du business social. Parce que nous pouvons utiliser le business aujourd'hui pour fonder une économie qui ne laisse personne sur le bord de la route. Nous avons une armée de 500 000 entrepreneurs sociaux partout dans le monde. Nous avons créé ce que nous appelons les village universities, des universités villages un peu partout. Il s'agit d'une communauté d'entrepreneurs qui désirent changer les choses. Et je suis aussi en France aujourd'hui parce que je veux vous remercier tous. Ici en France, nous avons commencé notre entreprise avec 10 personnes seulement. Et tous les ans, nous avons toujours plus d'aide de la part de la France. Et c'est grâce aux Français que nous avons réussi à fonder notre projet. Donc, encore une fois, j'aimerais le remercier. Il y a beaucoup de gens ici qui m'ont aidé, qui viennent de l'ESCP, l'ESSEC, l'Université catholique. Ils sont tous là. Et la France, c'est une sorte de famille pour nous. Nous n'avons pas d'histoire sanglante avec vous, il n'y a pas eu de colonie de votre part. Nous avons plutôt des valeurs partagées, de la solidarité, et c'est grâce à cela que nous avons réussi à construire notre plateforme. Nos entreprises sociales travaillent, nous sommes très loin de notre objectif de 500 000 entrepreneurs, mais nous y arrivons petit à petit. Yadi Brou, en fait, je vois Solène ici, je la salue, elle nous a aidé beaucoup pour construire Yadi Brou. Yadi Brou est l'un de nos premiers incubateurs.
Nous avons en fait commencé nos activités en 2012 avec un mélange, une boisson utilisée avec de la citronnelle et beaucoup d'ingrédients locaux qui poussent dans nos communautés locales. Et cette boisson est maintenant embouteillée et nous l'envoyons à plus de 600 pays différents. Nous avons réussi à vendre depuis 2012 plus de 1,5 milliard de bouteilles. Et ces bouteilles sont même vendues à Singapour. Nous avons 5 coopératives, nous avons des universitaires qui travaillent sur ce projet également. Et c'est simplement l'un des nombreux projets que nous voulons lancer. Et nous sommes en partenariat avec les Français. Et Gawat Kalinga est une plateforme qui permet de réunir des communautés qui désirent une nouvelle économie sociale. Et nous voulons en fait une génération, une armée de personnes qui arriveront à faire en sorte que le changement se produise, et pas seulement en Philippines, parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous voulons résoudre en Philippines, mais ces problèmes sont également communs à d'autres pays, notamment la France. Si nous voyons une pauvreté telle qui nous emprisonne, et je parle de la pauvreté que nous avons dans notre cœur et dans notre tête, si nous arrivons à éradiquer cette pauvreté, nous aurons un monde meilleur. Dans ton explication, ta présentation, tu as mentionné déjà plusieurs facteurs clés de succès, mais si tu peux juste les compiler, donc qu'est-ce qui fait que, déjà, que ça a marché jusqu'à aujourd'hui, et qu'est-ce qui va faire qu'une fois vous continuez, vous changez d'échelle, et vous réussirez à avoir ces 500 000 entrepreneurs sociaux soutenus pour 2024. Nous pensons qu'il faut fonder une famille internationale. Nous pensons qu'il nous faut une vision partagée pour créer un monde meilleur. Mais il nous faut également des actions partagées. Il nous faut agir ensemble, main dans la main. Encore une fois, nous ne voulons pas simplement... Vous savez, les Philippines ne veulent pas faire tout dans son pays, dans les Philippines. Non, nous voulons trouver des modèles qui puissent être réplicables ailleurs dans le monde. Donc la collaboration, le partenariat, ce sont des piliers importants. Nous travaillons avec plus de 25 universités en France et nous avons donc le soutien de centaines de personnes, mais nous travaillons également avec d'autres universités en Europe, aux États-Unis, Yale, Harvard, au Singapour. L'Université nationale de Singapour est un de nos partenaires. Nous travaillons avec des entreprises parce que sans entreprises, nous ne pouvons rien faire. Nous travaillons avec plus de 400 entreprises dans les Philippines et voilà. Vous voyez ici des photos de tous ceux qui nous ont, enfin de certaines personnes qui nous ont soutenus au fil des ans. Donc voilà, nous n'aurions jamais réussi tout cela tout seul et notre intention n'était pas de faire cela seul. Si vous pouvez le faire seul, il vaut mieux ne pas le faire du tout. C'est notre motto, notre devise dans notre organisation, parce que sinon ça veut dire que votre rêve est soit trop petit ou soit que ce n'est pas utile. Donc voilà quel est le type de réussite que nous recherchons, une réussite commune. Et c'est ce que nous avions à l'esprit quand nous avons construit nos premières fermes. Moi, je trouve un des éléments que je trouve les plus intéressants de cet incubateur, c'est l'approche holistique. Si tu peux nous dire un peu plus, justement, pour moi, c'est justement la clé des succès de cet incubateur social, la clé de succès de l'ONG Gawat Kalinga et l'échelle qu'il y a aujourd'hui et qui va continuer à avoir et sûrement va réussir à avoir ces 5 millions de personnes qui vont sortir de la pauvreté d'ici à 2024. Oui, vous avez raison. Nous ne voulons pas nous contenter de créer des petites poches de développement. Nous voulons transformer le paysage. Nous ne voulons pas simplement créer des projets, mais également susciter un réel mouvement. Chaque entrepreneur qui travaille à la ferme, dans notre Village University,
ont des ambitions qui vont au-delà d'un simple projet. Ils ne sont pas simplement les maillons d'une petite chaîne, mais d'une grande chaîne. Prenez l'exemple du chocolat. Eh bien, en fait, n'ayez pas peur, mais nous avons de moins en moins de chocolat dans le monde. Et je ne sais pas ce qu'il se passera dans le monde si la France n'a plus de chocolat. La France adore le chocolat. On en a dans beaucoup de produits, mais on en a de moins en moins de chocolat. Or, aux Philippines, nous aurions la possibilité d'en produire, mais nous n'en produisons pas. Les investisseurs ne viennent pas voir nos exploitations. Donc, 98%, par exemple, de nos produits laitiers viennent de pays étrangers qui n'ont même pas de vaches, comme Singapour parfois. C'est complètement aberrant. Pourquoi ne pas utiliser les ressources que nous avons sur notre territoire? Donc nous essayons d'avoir cette vision holistique pour essayer de changer l'ensemble du paysage et de changer les mentalités également dans ce processus, bien sûr. Et donc tu es cofondateur de l'incubateur, mais donc aussi tu as la casquette d'entrepreneur. On a entendu ces témoignages des porteurs des projets français. Donc, quelle est ta vision déjà sur ces projets et aussi donc tu es passé par là, donc quel conseil tu peux donner à ces porteurs des projets? Alors tout d'abord, j'aimerais vraiment applaudir les 3 entrepreneurs ici présents. Bravo pour vos efforts. Il y a des projets qui sont tout nouveaux et qui fonctionnent déjà très bien. Donc j'applaudis tout cela, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Lorsqu'on parle d'innovation sociale aux Philippines, on a tendance à se concentrer sur l'innovation et moins sur les innovateurs. Or, je pense que chaque innovateur social doit avoir la capacité d'inspirer les autres, de faire mieux. Et c'est ce que je dis toujours aux gens aux Philippines. Vous n'êtes pas simplement des entrepreneurs sociaux pour votre secteur, vous n'êtes pas simplement là pour faire un produit ou travailler sur un projet. Non, vous êtes là également pour faire partie de ce mouvement international. Et je souhaiterais ajouter que si vous êtes dans l'innovation, si vous voulez faire bouger les choses, il y a une plateforme aux Philippines qui vous attend. Nous sommes ici parce que nous sommes convaincus que nous avons fondé une famille ici en France et il faut que vous sachiez que vous êtes chez vous aux Philippines si vous venez à la GK Enchanted Farm. Il y a de la place pour tout entrepreneur social, pour tous ceux qui souhaitent faire quelque chose qui provoque un changement. Et pour toutes ces personnes, je vous accueillerai avec plaisir dans notre ferme. Tu as aussi donc une double casquette. Tu as aussi une double casquette. Donc tu es entrepreneur social au sein de Leroy Merlin et donc, cofondateur, pilote, copilote des Zobizob. Donc pour toi, quel est le rôle des acteurs privés et des acteurs publics pour justement développer ces initiatives et ces écosystèmes des social business? J'ai l'impression que face aux problèmes du monde aujourd'hui, plus personne ne peut dire « j'ai la solution tout seul ». L'entreprise privée n'a pas toutes les solutions, toutes les clés aux problématiques qui se présentent à nous. Les pouvoirs publics ne l'ont pas non plus, le monde associatif non plus. Donc ma première réponse, c'est plutôt de dire, je pense que c'est peut-être en mettant autour de la table des acteurs variés qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble qu'on va pouvoir trouver des réponses inédites à ces problématiques de société. Quand j'entends le développement formidable de ce qui se passe aux Philippines avec Gawad Kalinga, qui a déjà fondé 2500 villages, sorti 1 million de personnes de la pauvreté, et avec un objectif très, je dirais, d'entreprise, de dire en 2024, il y aura 5 millions encore en moins, ça se fait grâce à un écosystème qui mélange les universités, les entreprises privées, les multinationales, les entreprises locales et le développement d'entrepreneurs sociaux. Voilà. Et je pense que ce qu'on essaye de développer au niveau de Zobizob, c'est un peu ça, c'est de mettre autour de la table, en général sans table d'ailleurs, mais de réunir des universités, des acteurs associatifs,
des acteurs de terrain, sur le terrain du social, et des entreprises privées. Et je pense que c'est dans cette combinaison qu'on trouve effectivement des relais, des idées nouvelles, des manières de concevoir les choses qui sont différentes, où chacun apporte finalement sa pierre à l'édifice. Pour une entreprise privée, sortir de ces territoires connus et aller vers des populations à faible revenu, c'est une aventure que si on la fait seul, je pense qu'on a toutes les chances de se tromper. Et il y a des gens qui ont cette connaissance plus proche du terrain et des problématiques de pauvreté, qui doivent pouvoir conjuguer leurs talents avec ceux de l'entreprise. Je pense que c'est dans cette conjugaison nouvelle qu'on va pouvoir trouver des solutions nouvelles aussi. Merci. Hier, j'ai discuté avec Shannon, justement, qui me disait qu'une entreprise sociale peut donner naissance à plusieurs entreprises sociales et qui a un impact exponentiel parce qu'il y a des emplois directs et des emplois indirects. Comment est-ce que, et ça c'est une question pour tous les porteurs des projets aujourd'hui, donc comment est-ce que vous faites déjà une évaluation de votre impact ou comment est-ce que vous prévoyez et évaluez votre impact? Pour vous quatre. La question. Pas si rare, lance-toi, sinon. Alors oui, pour avoir le maximum d'impact, nous, notre objectif, là je pense notamment au projet des Fab Labs pour enfants, c'est de nous associer avec des grands groupes, parce que voilà, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin on prototype en local, mais on a besoin de voir le passage à l'échelle, et quand on voit, je dirais, la capacité et l'impact que peuvent avoir justement des grands groupes, voilà, on se dit, on a tout intérêt, je dirais, à collaborer et à partager, à co-créer pour avoir le maximum d'impact et passer à l'échelle. En tout cas, pour moi, en tant qu'entrepreneur, si je valide, je dirais, des partenariats avec des grands groupes, je me dis, voilà, le passage à l'échelle, je peux avoir le maximum d'impact et donc je vais pouvoir embaucher. En tout cas, je vais avoir une capacité, je dirais, de marché beaucoup plus grande en m'associant avec ce type d'entreprise. Et donc là, dans le cadre du SoBizHub, voilà, c'est justement l'opportunité, moi, en tant que petit porteur de projet, de rencontrer voilà, des grands porteurs de projets pour pouvoir, en tout cas des grandes entreprises, pour pouvoir justement co-élaborer des solutions avec de l'impact. Moi, mon projet est encore très récent, en cours de lancement, donc c'est pas évident de répondre. Mais a priori, moi, mon indicateur d'impact, en tout cas, ça va être le nombre de personnes qui pourraient sortir des centres d'hébergement et qui trouveraient un logement autonome. Donc ça va être mon indicateur. En termes d'objectifs, je ne m'en suis pas vraiment fixé, mais je me dis, si dans les 2 prochaines années, je réussissais, s'il y aurait une personne déjà qui trouverait un logement autonome et un nouveau job, et donc qui libérerait une place dans un centre d'hébergement, pour moi, ça serait un super succès. Et c'est ces indicateurs que je vais suivre. Alors le premier indicateur que je suis, moi, c'est le nombre de bouteilles que je lave, c'est assez facile, mais du coup indirectement c'est le nombre de personnes en insertion qui ont travaillé sur le lavage de ces bouteilles, mais de manière plus large, il y a vraiment cette notion de participer à l'aventure avec tous les différents acteurs autour de Jean Bouteille, à la fois les clients, les consommateurs, les pouvoirs publics ou les actionnaires, etc. Il y a vraiment cette notion, c'est une aventure qui a l'air sympa à vivre, j'ai envie de la participer avec toi. Je remercie beaucoup mes premiers clients qui ont des équipements chers, qui ont des trucs qui ne marchent pas forcément toujours bien au départ, qui sont dans un marché non mature, du coup ils ne savent pas exactement combien ils vont sortir de chiffre d'affaires, mais il y a vraiment cette notion participant à l'aventure pour essayer de changer un peu les manières de faire, changer à notre échelle le monde qui nous entoure, et c'est ça qui est vraiment un indicateur qui n'est pas forcément facile à mesurer, mais qui me donne beaucoup d'énergie, et je rejoins également, du coup c'est vraiment la collaboration de fournisseurs, de clients, etc., qui font que ça marche. Donc c'est vraiment un indicateur au sens plus large par contre. Merci. Et donc Shannon, pour toi,
Outre les indicateurs que vous avez déjà mentionnés, financiers, sociaux, environnemental, c'est déjà important pour nous. Et une chose clé que nous avons dans notre université, c'est est-ce que la génération qui vient va faire un changement? Est-ce que les entrepreneurs qui sont là, est-ce qu'ils sont déjà là? Et c'est bien, c'est sympathique de remarquer qu'on va donner lieu à pas mal d'organisations qui sont basées en France. Il y a pas mal de volontaires, de Ticket for Change. Il y a également d'autres personnes. Il y a également des donateurs qui viennent de France. Toutes ces personnes sont là et ils ont été inspirés par la manière dont on faisait nos affaires. Alors ça, c'est une question très, très importante que nous nous posons. Est-ce que nous construisons une génération de personnes? Et je crois que ça, c'est la seule manière d'apporter des changements pérennes et d'arrêter cette pauvreté qui existe. Nous travaillons avec de nombreuses grosses sociétés et nous essayons de changer la manière de faire les choses avec Air France, avec Schneider, avec Total, avec toutes les grosses sociétés qui souhaitent travailler avec nous. Donc on a parlé de l'impact déjà qu'il y a des Obisob et qui a donc CSI, le Center for Social Innovation. Est-ce que peut-on penser à une réplication de ces modèles, de ces écosystèmes ou de ces plateformes? Est-ce que Obisob d'ailleurs a vocation aussi à changer l'échelle et avoir des Obisob en Île-de-France ou ailleurs? Et si oui, donc comment les faire? Et donc pareil pour les Center for Social Innovation. Qu'est-ce que tu en penses, Shannon, et qu'est-ce que vous en pensez aussi tous les porteurs et qui sont les clés donc des réussites pour pouvoir faire cette réplication? Un des sujets qui est revenu régulièrement dans ce World Forum et qui me semble essentiel, c'est l'ancrage territorial. Je pense qu'on est dans une époque où on est à la fois dans un monde de plus en plus globalisé, mais qui doit pouvoir s'enraciner dans les territoires pour trouver des solutions. La troisième révolution industrielle Nord-Pas-de-Calais, si elle a réussi à fédérer autant d'acteurs, c'est parce qu'elle a à un moment donné un ancrage territorial. Et elle a vocation du coup à pouvoir essaimer, ou en tout cas à devenir une illustration, un exemple pour d'autres. Je pense que Obisob a une vocation nord de France, parce qu'il y a un enjeu à pouvoir coordonner des acteurs sur un territoire. C'est quand même l'échelle où on peut se côtoyer, se retrouver facilement. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs dans les parties prenantes de Obisob, il n'y a pas des gens qui ne sont pas du territoire, mais qui du coup s'intéressent à cet ancrage territorial. Je pense que c'est une des spécificités. Et on a d'ailleurs reçu un certain nombre de délégations d'autres régions qui cherchent à implanter ce genre de dynamique et de hub à Paris, à Lyon ou ailleurs. Et je pense que, en tout cas, il restera toujours cette vocation de pouvoir diffuser les bonnes pratiques et puis partager notre expérience. Voilà. Par contre, je ne pense pas qu'il y aura de volonté d'aller implanter Obisob dans d'autres territoires. Je pense que charge à chacun des territoires de développer les choses. Ce qui me semble en tout cas intéressant aussi, c'est de pouvoir développer un petit peu des liens entre les différents acteurs. Et on voit, je trouve que l'exemple de Enchanted Farm aux Philippines est très inspirant également pour nous. Et donc les écosystèmes qui existent dans d'autres pays ou dans d'autres régions sont évidemment inspirants, et je pense qu'on a certainement à renforcer les échanges et les collaborations entre ces différents écosystèmes innovants, notamment au niveau de l'innovation sociale. Et le World Forum, comme Convergence ou certains de ces instances, permettent ces rencontres, et c'est une très bonne chose. Do I answer as well? Okay. La réplication, il y a de nombreuses possibilités de le faire. Et dans notre ferme, ce que nous faisons, c'est répliquer dans 25 provinces aux Philippines dans le pays. Nous le faisons dans le centre de Philippines. Et chacun de ces hubs que nous construisons vont former non seulement des entrepreneurs, mais des agriculteurs. Nous avons 8 coopératives qui commencent
commence à faire quelque chose. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de limite pour aller avec cet écosystème. Et par définition, un écosystème va s'étendre là où il doit s'étendre et là où c'est nécessaire de l'étendre. Nous avons découvert dans notre université, nous avons créé ces hubs et ces hubs vont devenir des quartiers très très importants. Donc, nos citoyens ne doivent pas aller à Manille tous les jours. Il y a 2 millions de personnes qui vont travailler à Manille tous les jours, des villes avoisinantes. Donc, pour résoudre ce problème urbain, nous devons développer tout ce qui se passe dans les campagnes. Nous devons le faire là où c'est le plus nécessaire. Et il y a des provinces très, très pauvres, mais si nous pouvions créer quelque chose là-bas, si on pourrait créer des emplois, on pourrait faire quelque chose, mais ce n'est pas dans l'esprit de nos citoyens de devenir des entrepreneurs, parce que pendant des centaines d'années, on n'a pas pensé à cela. Les Philippins disent qu'ils ne seront jamais aussi bons que les Occidentaux. On cherche des emplois, on est des consommateurs, mais tout ça va changer. Mon pays, les Philippines, c'est un pays très dynamique et je crois qu'il faut changer la mentalité des gens. Oui, nous pouvons être producteurs, nous pouvons créer des emplois, nous pouvons créer de la prospérité pour notre pays avec la communauté internationale, bien entendu. Et vous, les porteurs des projets, donc pour vous, qu'est-ce qui justement il faut faire pour que ça continue à marcher, pour qu'on change d'échelle au niveau territorial, donc davantage on se développe localement, ou aussi pour qu'on réplique ces modèles et que non seulement là, ici, la région du Nord, mais aussi et ailleurs, on puisse développer ces modèles innovants. Comme le disait Nicolas, c'est vrai que ça a de valeur qu'à l'échelle locale, territoriale. Après, justement, on peut inspirer, je dirais, d'autres acteurs dans d'autres régions, d'autres parties du monde. Après, l'enjeu, peut-être, c'est d'essayer de retirer quel est le code source, quel est finalement la substantifique moelle de ce processus pour, je dirais, le partager en open source. Quels sont les grands motifs qui font les clés de succès de cet écosystème. Après, c'est beaucoup de rencontres, je dirais, c'est une aventure humaine, hein, ce Sobizhub, mais voilà, qu'est-ce qu'on pourrait retirer, je dirais, de bonnes pratiques finalement pour le partager peut-être sur une plateforme, pour pouvoir avoir un package, pour que d'autres acteurs puissent voilà, l'utiliser, gagner du temps surtout. Je pense que c'est une question de temps, de timing, mais voilà, comment on peut partager ce code source du Sobizhub qui fait sa réussite et qui fera sa réussite demain. Moi, je démarre tout juste, donc en plus, je suis un peu superstitieux, donc je ne vais pas parler de réplication, mais disons que j'ai quand même une marque, enfin, la bouquinerie du Sar, c'est vrai qu'on pourrait facilement l'imaginer partout ailleurs, quoi. Donc, si ça marchait, ça pourrait être logique qu'il y ait d'autres porteurs de projets, peut-être spécialement dans les villes côtières ensoleillées, pour que ça soit sympa pour moi, que je puisse me promener, et ça pourrait être la bouquinerie de Marseille, la bouquinerie de... Voilà, mais pour l'instant, je me concentre sur le premier projet. En effet, la notion territoriale est très importante, mais chaque territoire est différent. Du coup, comment réussir à, dans la construction de son projet, penser Nord-Pas-de-Calais, mais en même temps, si on retire le Nord-Pas-de-Calais du projet, comment est-ce qu'il peut quand même vivre dans d'autres projets? Donc, c'est vraiment un équilibre entre les deux. Si on veut une réplication, on est je pense, tous dans justement la génération Changemaker, comme on l'a dit, très attirés par l'open source qu'a su faire tout le milieu informatique. Et on se dit que c'est génial, et pourquoi nous, on n'arrive pas à faire de l'argent en open source, quoi. Et en fait, je pense qu'on peut faire de l'argent en open source, mais les capitaux disparaissent parce que les capitaux ne sont pas prêts, les capitaux ils sont tenus par des gens qui n'ont pas l'esprit open source. Et du coup, c'est vraiment compliqué de leur expliquer que oui, on va réussir à faire de l'argent sur l'open source. Mais c'est voilà, comment est-ce qu'on arrive à préparer des modèles qui puissent être réplicables sur chaque territoire et qui prennent le meilleur de chaque territoire pour modéliser, pour changer
le modèle qu'on a fait, vraiment, c'est s'approprier le projet. Donc, comment rendre un projet également appropriable? Enfin, tout ça, c'est vraiment des questions qui, si on veut essayer de répliquer le plus possible, y penser dès le départ. C'est vraiment des choses très importantes. Donc, juste une dernière question avant de passer aux échanges avec les publics. Il y a sûrement des gens, des potentiels partenaires financiers, des potentiels partenaires techniques, et des bénévoles. Donc, de quoi vous avez besoin et comment est-ce qu'ils peuvent vous aider, vous, porteurs des projets? Là, à court terme, c'est des énergies, c'est toujours ça. Et puis après, les énergies en découlent soit des investissements, ou soit des conseils, soit des projets. Mais c'est vraiment toujours l'énergie et la volonté de vouloir faire partie de l'aventure. Ça part de là, pour moi. Après, dans le concret, ça dépend de plein de choses. Mais c'est vraiment les énergies positives qui sont importantes. Moi, je dirais que, en fait, il y a notre site internet bouquineriedussart.com où vous pouvez découvrir le projet davantage. Et si ça vous branche, on est installé au SAR. Si vous avez des livres ou des DVD d'occasion, des jeux vidéo, etc., surtout, venez, je vous ferai visiter, on se rencontre et puis on en parle. Le mieux, ce serait effectivement de passer nous voir. C'est un peu la même optique, hein. Si vous partagez ce rêve de pouvoir changer le monde, de pouvoir, si vous êtes intéressé par ces nouvelles technos de 3D, de fabrication numérique, si l'enjeu de l'éducation, de l'accessibilité et des nouvelles formes de pédagogie avec cet aspect de créativité, d'empowerment, si ça vous parle, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, c'est vrai que c'est un projet qu'on partage, en tout cas qu'on rêve. On lance, je dirais, une révolution à notre échelle des idées. Et donc, si vous partagez ce rêve avec nous, nous, on est très ouverts, très open, justement, pour pouvoir ensemble réaliser cette révolution des consciences et notamment ces nouveaux types de Fab Lab pour pouvoir changer le monde à notre échelle. Et nous recherchons n'importe qui souhaite changer et trouver des solutions pour les problèmes de ce monde. Alors, l'action partagée, je reviens à cela. L'action partagée, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Donc, je crois que c'est la seule manière de remédier à la pauvreté que nous connaissons. Donc, si nous pouvons exprimer notre partage d'humanité dans le monde, peut-être qu'on peut commencer en Philippines, mais autre part, nous cherchons des bénévoles qui peuvent nous rejoindre et qui peuvent faire partie de cette famille. N'importe qui souhaite travailler avec nous, nous sommes ouverts à ces personnes. Et il s'agit d'une plateforme internationale que nous devons développer et nous sommes simplement ici pour étendre cet écosystème. Et nous devrions faire face à la pauvreté tous ensemble et essayer de remédier à cette pauvreté. Initiative Zavisub, comment est-ce que les gens peuvent s'impliquer? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment le faire? Moi, j'ai une idée. Il y a Astérix, le dernier Astérix est sorti aujourd'hui. On y parle beaucoup de potions magiques. On l'a peut-être pas assez souligné, mais Shannon est quand même l'inventeur de la potion magique. C'est notre Panoramix ici présent, puisque le Bayani Brew, c'est la boisson des héros. Voilà. Alors peut-être que, et j'espère que peut-être d'ailleurs avec des bouteilles qui seront consignées par Jean Bouteille, on pourra à la bouquinerie du Sart bientôt boire cette boisson des héros, et qu'au prochain World Forum l'an prochain, au Grand Café, on pourra profiter de ce breuvage magique et qui nous incitera peut-être à être cette génération d'acteurs de changement. J'aime bien ça en tout cas comme critère de mesure principal, d'essayer de dire mais finalement dans une génération c'est combien d'acteurs de changement. Voilà. J'ai pas répondu à la question mais c'était ma réponse. Maintenant, et donc il nous reste une quinzaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, juste derrière? Je ne sais pas si quelqu'un... Ouais. Bonjour,
Je suis étudiant à l'Université de Melbourne et ma question est pour Shannon. Depuis l'intégration et la participation de la communauté locale, depuis son implication, on se rend compte que c'est vital pour le succès du projet. J'aimerais savoir quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour ce qui est de la participation des communautés locales et comment y avez-vous travaillé? Ce sera toujours un problème parce qu'en fait, on parle ici de communautés qui ont toujours eu beaucoup de problèmes depuis longtemps. Certains sont d'anciens rebelles, d'anciens criminels et bien entendu, il faut commencer par soigner ceux qui sont le plus mal en point. Donc il faut être présent et nos entrepreneurs sont là tous les jours dans ces communautés. Eux, moi et certains entrepreneurs ici présents, Evie qui a gagné le concours hier, nous sommes tous au sein de ces communautés régulièrement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut partager leur vie. Il ne s'agit pas simplement de travailler sur les compétences. C'est important, mais ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement de travailler sur l'éducation, la santé et tous les éléments de base. Il faut savoir en bout de course si vous avez réussi à partager votre vie avec la leur. Parce que si leur vie s'améliore, la vôtre s'améliorera. En tant qu'entrepreneur social, votre carrière est intrinsèquement liée à la vie de ces communautés. Et les meilleurs entrepreneurs que j'ai vus sont ceux qui sont vraiment en lien avec les communautés sociales, qui souffrent avec elles. N'oubliez pas qu'en tant qu'entrepreneur social, vous ne pouvez pas simplement aller au sein des communautés, changer quelque chose et puis partir. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment ressentir vous-même le changement que vous opérez au sein des communautés. Et à ce moment-là, une véritable transformation peut avoir lieu. Et je pense que c'est ce que nous apprenons avec les communautés. Et je n'ai pas besoin d'un MBA ou d'un professeur d'université pour comprendre ça. Non, c'est un exploitant agricole qui m'a fait comprendre cela. Pour moi, c'est mon héros, mon Bayani, parce que Bayani veut dire héros dans ma langue. Je vais le voir pour avoir des leçons sur le leadership et je vais le voir. Il est là, lui, tous les jours sur le terrain à 5 heures, 6 heures du matin et il entraîne de nombreux exploitants derrière lui. Et si moi, j'arrive à être un petit peu comme lui, je pense que je pourrais y arriver en tant qu'entrepreneur social. Donc, apprenez des communautés et de ceux que vous voulez aider parce que cela vous aidera en retour. Il y a d'autres questions? Alors, il y a d'autres questions? Juste là. Bonjour, Léa, je fais partie de Make Sense. Je voulais vous poser une question. Quels sont vos projets pour le SoBiz Hub l'année prochaine? Voilà, d'ici. Quels sont un peu vos objectifs dans le futur? Ça revient à poser la question de quels sont les objectifs des participants, des parties prenantes et des membres de SoBiz Hub. L'enjeu, il est vraiment de pouvoir faciliter l'émergence de projets de social business dans le territoire, dans les entreprises. On a commencé, par exemple, le club des intrapreneurs dans la foulée du World Forum l'an dernier. On était 4 entreprises au départ à partager juste nos expériences. Et puis progressivement, on voit que le cercle s'élargit, qu'il y a 5-6 entreprises qui souhaitent rejoindre le mouvement tout prochainement. Parce que finalement, je pense que beaucoup d'organisations sont conscientes qu'il faut renouveler les manières de faire, de passer d'une RSE qui limite les externalités négatives de l'activité vers peut-être une RSE 2.0 ou en tout cas vers la génération d'externalités positives dans l'environnement. Bon, on constate que voilà, la mayonnaise est en train de prendre et on est en train d'élargir le cercle. Il y a quelques représentants de projets qui sont là, il y en a d'autres qui
sont en train de se constituer. Bon, on continuera à accompagner ça. Chacun de là où on est, on continuera aussi la sensibilisation et le fait de pouvoir revendiquer qu'autre chose est possible, qu'un autre modèle non seulement est possible, mais en plus que c'est souhaitable. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de dire comme première réponse. Et en tout cas, le forum qui réunit 2-3 fois par an l'ensemble des parties prenantes continuera à être le point de rencontre de tous ceux qui veulent rejoindre le mouvement pour développer les choses. Voilà. D'autres questions? Moi, j'avais une question, j'ai pensé une question. Et pour Jean Bouteille, justement. Ouais, Jean Bouteille Gérard. Et, oui, déjà, d'ailleurs, pourquoi Jean? Alors, en fait, il y a un jeu de mots derrière Jean Bouteille qui parle d'embouteillage. Et en fait, vraiment, la fonction de Jean Bouteille, c'est de permettre au client d'embouteiller lui-même son liquide pour essayer de rapprocher justement ce point de transformation du lieu de consommation, et du coup en découle l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité. Donc voilà, c'est le jeu de mots derrière, et grâce à ça j'ai une marque qui a une très forte personnalité et qui m'aide beaucoup, et c'est là où on voit l'importance du marketing dans en tout cas la consommation. C'est-à-dire que même si on fait du business social ou on fait de l'écologie, il ne faut pas perdre de vue que le marché aujourd'hui est très tiré par le marketing, et justement utiliser ces outils à bon escient. Et donc voilà, c'est comme ça que je m'en sors sur le marché. Et ma question, c'était plus aussi concernant la sensibilisation, tu dis justement les marketing, et la sensibilisation qu'il faut faire quand on parle d'une pratique qui était à une époque en France, mais qui n'est pas du tout aujourd'hui par défaut ce qu'on fait. Donc, est-ce que tu prévois des campagnes de sensibilisation? Est-ce que tu as déjà tu as reçu une bonne acceptation du public qui te demande plus? Quelle est ton stratégie aussi pour sensibiliser les gens, ou continuer à sensibiliser les gens si tu as déjà commencé à faire? Alors, il y a pas mal d'actions de l'ADEME sur justement la réduction des déchets, mais ils ne parlent jamais de consignes, donc c'est assez intéressant. On essaye du coup de travailler avec l'ADEME pour leur dire mais dans la réduction des déchets, la consigne c'est un des premiers points. Après, moi je suis trop petit, j'ai pas les moyens de faire des campagnes de sensibilisation à grande échelle. Par contre, en fait, là où je réponds à ça, c'est que je laisse le choix. Aujourd'hui, si quelqu'un veut avoir des bouteilles consignées, il n'y a pas le choix, ça n'existe pas sur le marché. Et grâce à Jean Bouteille, on lui permet de faire le choix entre une bouteille d'huile non consignée et une bouteille consignée, et c'est vraiment son libre arbitre qui va lui permettre de voir si ça lui va, est-ce que dans son mode de vie, est-ce que dans ce qu'il veut faire, est-ce que dans les impacts qu'il veut avoir sur sa consommation, il veut aller vers un système où il y a un zéro déchet, où il veut garder son système avec un déchet classique. Et c'est par le choix qu'on montrera finalement aux consommateurs que c'est pas plus compliqué, c'est moins cher, ça fait plus de sens, et naturellement du coup ils vont aller vers cette solution. C'est le pari que je fais, plutôt qu'essayer de faire des campagnes de sensibilisation pour essayer d'attraper des gens qui ne seraient pas forcément motivés à le faire. C'est plutôt essayer de les convaincre par l'action. Merci. Et justement, c'est assez lié pour toi, Yéné. Donc déjà, il y a d'un côté la sensibilisation qu'on fait auprès du public, donc côté la demande, mais aussi côté l'offre. Donc tu disais qu'il y a tout un processus qui va être mis en place. Une fois vous recevez, vous collectez les livres, vous les scannez et vous faites une analyse grâce à un logiciel pour voir si ces livres ou ces DVD a de la valeur dans les places des marchés. Quel contact déjà tu as établi avec ces places des marchés et comment tu penses les faire pour convaincre les FNAC d'acheter tes bouquins et tes DVD? Alors, moi, en fait, toute la partie aval, c'est-à-dire la distribution, la vente des livres d'occasion, je dirais, n'est pas marketée social. C'est-à-dire que les places de marché, pour les places de marché, je suis un partenaire comme un autre. Ils ne savent pas que je suis un business social. Et donc, je suis un fournisseur comme un autre. Je suis un marchand parmi des milliers de marchands sur Amazon ou sur Price Minister. Donc j'ai des contacts classiques
et je paye mon abonnement et les prestations qu'ils me demandent de payer de manière classique. Après, et les clients finaux, d'ailleurs, qui achètent des livres d'occasion, ne voient pas non plus la partie sociale de mon business. La partie sociale est donc sur la partie amont, c'est-à-dire la collecte, où là, effectivement, tous ceux qui donnent des livres sont conscients qu'en donnant des livres, ils permettent de créer des emplois solidaires avec le public qu'on recrute. Et après, nous, effectivement, on a mis au point on a développé un logiciel qui permet, quand les livres arrivent, effectivement, comme tu disais, on les scanne, on vérifie en live sur les places de marché s'ils ont de la valeur. S'ils ont de la valeur, on les distribue comme ça, on les revend. Et s'ils n'en ont pas, on va du coup les emmener vers des filières de recyclage, où là on est en partenariat avec Élise, où là au contraire on travaille de manière très, très proche, y compris sur le projet social avec Élise, où en fait la DRH de chez Élise m'aide à mettre au point les formations et tout le projet social de la bouquinerie. Donc ça c'est top pour moi parce qu'ils ont une énorme expérience de tout ça. Et voilà. Et la troisième filière, quand les bouquins me semblent intéressants, mais qui n'ont pas de valeur, du coup, à ce moment-là, on les conserve pour les donner à des associations, des bouquineries solidaires physiques, plutôt que de les jeter ou de les recycler, je veux dire. Voilà. Et juste peut-être une dernière question, parce qu'après on n'a plus le temps. Et donc je trouve que c'est très intéressant chez toi, Tridé et Chris, les modèles hybrides. Donc d'un côté, il y a les revenus pour les formations, pour les conseils et en 3D, une technologie, impression 3D. Et de l'autre côté, il y a aussi des projets et des formations. Et après, il y a donc ces beaux projets de toucher pour voir. Et comment est-ce que tu penses justement davantage développer peut-être la partie rentable pour financer ces projets sociaux, et à qui tu penses faire appel? Et c'est côté public, c'est côté privé, c'est côté solidaire. Est-ce que tu as déjà des pistes où tu fais appel ici à la région ou à la ville pour te donner encore un coup de pouce? Ouais, c'est vrai qu'il y a une question de temporalité quand vous entreprenez, et c'est vrai qu'au début, nous on commençait, je suis associé de 2 designers 3D qui ont une expertise, qui ont en tout cas acquis une expertise au fil du temps, après les prototypes, la technique qu'on a pu acquérir, et donc c'est comment on peut aussi valoriser, je dirais, notre expertise technique au service de clients plus classiques, mais à court terme, qui nous permettent de nous financer, de générer du chiffre, qu'on réinvestit, je dirais, dans des projets qui sont plus, à mon sens, qui ont plus de sens, plus long terme, notamment pour les déficients visuels, et c'est comment on va ensuite mettre notre expertise technique au service de ces projets musées, etc. On a travaillé par exemple sur le Nord-Pas-de-Calais en 3D, donc on a modélisé en 3D les principaux monuments, notamment de la ville de Lille, pour pouvoir ensuite les mettre en open source sur Internet, pour que partout dans le monde on puisse télécharger son beffroi de Lille, l'imprimer chez soi, donc pour faire rayonner la région, et ensuite pour les déficients visuels qui puissent le découvrir par le toucher. Donc après on invente, je dirais, les nouveaux usages au fur et à mesure qu'on découvre ces nouveaux possibles, et donc là, l'objectif, c'est de valoriser ce type de projet. Alors comment? C'est notamment peut-être avec un Lille Agency ou un autre porteur, de mettre en valeur ce type de projet qui a de la valeur, je dirais, pour le territoire. Et c'est ensuite comment nous, en ayant porté ce projet en open source, etc., on peut, je dirais, avoir des bénéfices en retour pour nous aider justement à continuer ce type de projet qui ont de l'impact finalement pour le bien commun. Et c'est comment nous ensuite, à partir de ce bien commun, cet open source, on peut développer des services associés. Et c'est, je pense, le modèle économique de l'open source, que les plans soient partagés. Par contre, tout ce qui est l'accompagnement, la formation, le service qu'on associe à partir de ces plans, là, ça nous permet de rémunérer, je dirais, le temps humain qu'on y consacre, et donc de pouvoir nous rémunérer pour pouvoir être rentable, pour être durable, surtout. Nicolas, tu as reçu une question par texto.
Oui, vous savez que c'est la magie des réseaux sociaux. Cette conférence est diffusée sur Internet et du coup, j'ai reçu là une question sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui la suit à distance. Donc c'est une question de Jérôme qui était interpellé par le fait que Gérard lui développe la consigne et Shannon lui vend 100 000 bouteilles tous les mois de sa boisson des héros. Et il dit c'est quand même intéressant la complémentarité qu'il pourrait y avoir. Alors la question, même si entre Lille et Manille il y a une certaine distance, mais quid de la consigne pour la boisson des héros et les complémentarités du coup entre vos projets? Oui, je pense. Il y a énormément de potentiel. Et nous commençons tout juste au niveau régional, nous tournons vers Singapour, mais nous avons de plus en plus de partenaires et pourquoi pas avoir notre boisson ici en France un jour? Oui, pourquoi pas, ça pourrait être possible. Ce genre d'initiatives sont vouées à se rencontrer à un moment et l'idée c'est sûr, pourquoi pas implémenter une laveuse de bouteilles proche de leur production ou implémenter la production proche d'ici, tout est ouvert, c'est clair. Super. Bon, la session touche à sa fin et je voulais vraiment remercier déjà les intervenants pour leur témoignage inspirant et remercier aussi les collectifs Sobizob, remercier énormément les Forums mondial pour une économie responsable, et donc Climène, Philippe Vasseur, toute l'équipe. Et vous remercier tous pour votre participation. Je pense qu'au bout d'une heure et demie, et c'est acteurs du changement, c'est confirmé que ces écosystèmes sont porteurs d'innovation et qu'il faut continuer à les développer pour justement soutenir ces pépites au plus déjà acteurs de changement un peu plus développés, avancés et à continuer à changer le monde. Merci beaucoup.